Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Parlement européen à Strasbourg où vient de s'achever la session plénière de septembre. C'est un Parlement renouvelé depuis les élections européennes du 9 juin qui s'est mis au travail. Cette semaine, il a accueilli Mario Draghi qui est venu présenter son plan compétitivité pour l'Europe. C'est aussi à Strasbourg qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a dévoilé le nouveau collège de commissaires. Pour évoquer ces sujets et découvrir ce nouveau Parlement, 4 invités sur ce plateau. Céline Imar, bonjour. Vous êtes eurodéputée du PPE, Parti populaire européen. Grégory Allione, bonjour. Vous êtes eurodéputé du groupe Renew Europe. Chloé Ridel, bonjour. Vous êtes eurodéputé du groupe socialiste et démocrate. Et Fabrice Leggeri, vous êtes eurodéputé du groupe Patriotes pour l'Europe. Bonjour. Vous avez un point commun, vous êtes tous des députés européens novices, vous êtes élus pour la première fois. Je vous propose de découvrir à quoi ressemble ce Parlement européen version 2024. Élus le 9 juin dernier, les députés européens ont fait leur rentrée à Strasbourg où se déroule chaque mois une session plénière. Les 720 élus des 27 États membres se retrouvent pendant 4 jours pour élaborer, amender, améliorer les futures lois européennes. Ce Parlement, élu pour 5 ans, comprend 54% de nouvelles ou nouveaux députés européens. Il y a moins de femmes que lors du précédent mandat, 35% contre 39% en 2019. Les Français sont au nombre de 81. Le Parlement est composé de 8 groupes politiques. Le plus important est le Parti populaire européen, qui comprend les Républicains. 3 Français président des groupes politiques. Jordan Bardella est à la tête du groupe des Patriotes pour l'Europe, Valérie Hayé préside le groupe Renew Europe et Manon Aubry co-préside le groupe de la gauche au Parlement européen. Alors on va faire connaissance un petit peu avec vous. Donc d'abord Céline Imar, vous êtes agricultrice dans le Tarn, un peu atypique. Vous avez fait Sciences Po, l'ESSEC, qui est une grande école de commerce. Votre engagement politique est récent. Pourquoi le Parlement européen et pour y faire quoi ? Parce que je me suis rendu compte, en étant sur le terrain, dans la ruralité, qu'il y a aujourd'hui une déconnexion croissante entre les décisions qui sont prises à Bruxelles et ce que les gens vivent sur le terrain. Parce qu'il y a eu une idéologie à l'œuvre pendant le dernier mandat qui portait beaucoup sur la décroissance de l'outil productif, de tout ce qui se fait dans la ruralité, de l'agriculture, au profit peut-être d'une écologie érigée en dogme absolu. Et moi, je suis à la recherche de cet équilibre entre ce que les gens vivent, entre ceux qui travaillent, entre ceux qu'ils produisent, et puis entre ces équilibres politique. De manière globale, je pense que la voix de l'agriculture et de la ruralité mérite d'être portée au Parlement européen. En tout cas, moi, c'est vraiment une des raisons de mon engagement. Et donc, vous allez allier votre travail ici de député européen, vous allez vous saisir des dossiers agricoles et votre métier d'agricultrice que vous continuez à exercer. Oui, c'est très important pour moi. Je ne déménage pas à Bruxelles et après chaque session ou chaque groupe, je rentre chez moi, les pieds dans la terre. C'est très important, je pense aussi, d'avoir des élus qui restent connectés au terrain. Alors Grégory Allione, même question, vous êtes officier sapeur-pompier professionnel, vous avez gravi tous les échelons et occupé différentes fonctions, vous avez participé à des missions d'appui de sécurité civile en Europe. À quoi tient votre engagement politique et pareil, pourquoi le Parlement européen ? Je crois que mon engagement politique, il est de longue date, parce que lorsqu'on est agent public, j'ai présidé la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, c'était un engagement politique aussi. La transformation, c'est de venir finalement parler là où se prennent probablement les orientations, les décisions. Un ancrage fort dans le territoire aussi, parce que lorsque vous êtes sapeur-pompier, c'est un peu comme l'agriculture, vous êtes aménageur du territoire, vous participez à cet aménagement-là. Mais je voulais aussi surtout aller contredire, aller parler des sujets qui, dans la profession, et notamment chez les engagés citoyens, celles et ceux qui font la protection au quotidien, finalement, il y a des petits sujets sur lesquels il faut revenir et développer le mécanisme de protection civile, puisque cette semaine, typiquement, on l'a bien vu. Des inondations en Europe centrale, des feux dramatiques au Portugal. C'est le quotidien des sapeurs-pompiers, c'est le quotidien des associations agréées de sécurité civile et c'est cela que je souhaite porter dans le cadre de ce mandat. Et c'est vrai que c'est aussi une très très belle mission qui est portée par l'Union européenne. C'est un bel exemple de l'unité européenne là, qui fonctionne. C'est l'Europe des solidarités, c'est l'Europe de la protection, c'est cette Europe-là que l'on souhaite. Je ne remercierai jamais assez le président de la République qui m'a permis d'être sur cette liste, mais surtout, peut-être un point commun, c'est que je garde un ancrage territorial. Je suis toujours sapeur-pompier, pas professionnel parce que je suis en disponibilité d'office, mais pompier volontaire en tous les cas, depuis 17 ans et je le reste encore même au Parlement. Très bien. Chloé Ridel, vous êtes peut-être la plus politique des 4. Vous êtes haute fonctionnaire, spécialiste des questions européennes. Vous devenez en 2023 l'une des porte-paroles du Parti socialiste. Et aujourd'hui, vous êtes élue au Parlement européen avec quel objectif ?
Écoutez, moi j'ai 32 ans et j'appartiens, je pense, à une génération qui a un rapport un peu compliqué à l'Union européenne et à l'Europe. Une génération qui est née après... compliqué ? Parce que une génération qui est née après la chute du mur de Berlin et qui est arrivée à l'âge adulte au moment de la crise économique et financière de 2008, qui était une crise européenne. Et donc, on a vu cette Europe au bord de l'implosion, du gouffre. Et moi, j'ai toujours été passionnée par les questions européennes. J'ai travaillé sur ce sujet, j'ai écrit sur ce sujet. Et je pense que c'est à cette échelle qu'on peut encore porter les changements les plus importants, aller chercher des conquêtes sociales, de nouveaux droits sociaux, aller construire l'écologie, aller faire entendre notre voix aussi à l'international, protéger la démocratie. Et donc, je crois que c'est cette échelle qu'il faut que ma génération investisse massivement. On est peu de députés européens à avoir moins de 35 ans. On n'est que 11 dans mon groupe socialiste et démocrate, mais moi je veux faire entendre cette voix de la jeunesse, cette voix de l'avenir. Est-ce qu'il y a un dossier que vous allez porter en particulier ? Un dossier que vous allez porter ? Moi je siège dans plusieurs commissions. La commission sur la liberté, la migration, l'asile, les droits fondamentaux. Une sous-commission sur les droits humains aussi. Et la commission écologie, environnement. Et je pense que tous ces sujets sont liés, l'écologie, les droits humains, les libertés, l'asile. Et donc, je vais essayer de trouver des synergies entre toutes ces choses-là. Alors enfin, Fabrice Leggeri, donc ancien directeur de Frontex. Frontex, c'est l'agence européenne de garde-frontières. Vous avez démissionné en 2022 à la suite d'une série de scandales. On vous a reproché, entre autres, d'avoir fermé les yeux sur des refoulements de migrants en mer. Vous avez été élu sur la liste de Jordan Bardella. Alors comment envisagez-vous votre mandat de député européen ? Alors mon engagement de député européen vient après une carrière de haut fonctionnaire de plus de 25 ans, dont 10 ans passés dans des institutions européennes, 3 ans à la Commission européenne au tout début de ma carrière et 7 ans comme directeur de Frontex. Et j'ai passé plus de 15 ans dans la haute fonction publique française, au ministère de l'Intérieur, mais aussi au ministère de la Défense, et également quelques temps en Corée pour le ministère des Affaires étrangères, où j'étais numéro 2. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie justement de passer de l'autre côté et de devenir un... Ce qui m'a donné envie de passer du côté de la politique, c'est que je me suis rendu compte que même quand on est haut fonctionnaire, même quand on a des moyens considérables budgétaires ou de personnel, c'était le cas à Frontex, lorsque le cap politique est mauvais, lorsqu'on a des dirigeants politiques qui nous envoient dans le mur, eh bien, on ne peut que se taire, on ne peut que courber les chines, ou alors on doit s'engager en politique. C'est ce que j'ai fait en 2022, parce que j'ai vu quand même, après toutes ces années de la Macronie, je suis consterné de voir l'effondrement de la France, l'effondrement de l'État. Vous savez, à la sortie de l'ENA, lorsque j'ai choisi le service de l'État, ça signifiait quelque chose pour moi, le service public. Aujourd'hui, les fonctions régaliennes de l'État en France se sont effondrées. La sécurité, la justice, la police, la gendarmerie. Mais nous voyons aussi la dette publique, qui est un fardeau pour les générations futures. Et nous voyons, par exemple, le pacte vert, cette folie contre nos agriculteurs, contre notre souveraineté alimentaire. Donc il y a tout un ensemble, je dirais, de politiques publiques de Macron qui, en fait, est en miroir de ce qu'a fait la présidente von der Leyen de la Commission. Alors justement, donc mon engagement, c'est contre eux, c'est pour redonner le sens de l'action publique pour les Français et, de manière plus générale, pour les Justement, Européens. donc nouveau Parlement, mais aussi nouvelle commission, puisqu'en marge de la session plénière, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a dévoilé la composition du nouveau collège de commissaires, et ce, au lendemain de la démission fracassante de Thierry Breton, l'influent commissaire français, victime de ses relations apparemment assez exécrables avec Madame von der Leyen. Et donc, pour le remplacer, Emmanuel Macron a proposé un de ses proches, Stéphane Séjourné, le discret ministre démissionnaire des Affaires étrangères. Un mot sur cette démission totalement inédite. Ça n'est jamais arrivé, puisque Thierry Breton devait se succéder à lui-même, devait être le futur commissaire français. Et donc la veille de l'annonce, patatras, il démissionne parce que, effectivement, la présidente de la commission a fait pression, a dit « je ne veux plus travailler avec M. Breton ». Alors, ce n'était pas aussi explicite. Quelqu'un veut réagir là-dessus sur est-ce que ça représente une perte d'influence pour la France ? Est-ce que M. Allione, peut-être ? Moi, je pense qu'on a un ministre des Affaires étrangères donc, qui va rejoindre une vice-présidence avec un portefeuille qui est, somme toute, très importante. Nous, on se réjouit finalement de cette recomposition aussi, parce qu'il faut travailler avec un mandat clair pour Ursula von der Leyen, qui nous l'a explicité mi-juillet. Donc, à ce stade, nous, pour l'instant, on se réjouit finalement de cette nouvelle composition avec des commissaires qui arrivent avec des sensibilités qui vont permettre justement d'être dans l'esprit du rapport Draghi aussi, c'est-à-dire de redonner
finalement une dynamique à l'Europe sur le plan géopolitique, sur le plan économique et sur le plan de la finalement, protection. Le portefeuille, c'est un portefeuille élargi puisqu'il est vice-président exécutif comme 5 autres commissaires européens, donc axé sur la stratégie industrielle. Donc vous avez l'impression que la France a gagné au change ? Non seulement on gagne au change, mais vous l'avez explicité au tout début. C'est-à-dire qu'on a de nombreuses présidences également de groupes. Donc la France ne perd pas en influence. Au contraire, il faut que l'on regagne en influence. Jordan Bardella, monsieur. Oui, tout à fait. Très bien. Ça veut dire aussi que vous êtes à la conférence des présidents, donc les intérêts de la France sont défendus dans tous ces aspects. Mais vous nous avez exclus des vice-présidences du Parlement. En revanche, on a quand même quelque chose de très différent, c'est-à-dire qu'on est un certain nombre à avoir des engagements pour. Ce que je note, c'est qu'effectivement, il y a un engagement contre. C'est peut-être là la différence. C'est le jeu politique. Céline Imard, là-dessus, juste un mot sur est-ce qu'il y a une perte d'influence de la France ou pas ? Il y a une perte claire et nette de l'influence française ici au niveau européen. D'ailleurs, Ursula von der Leyen n'aurait jamais pu ainsi faire pression sur un État fort. Si la France avait été un État fort, elle n'aurait jamais pu revenir voir Emmanuel Macron et lui imposer ce changement. Le fait que les relations entre Ursula von der Leyen et Thierry Breton soient exécrables, c'est un secret de polichinelle. Après, maintenant, quand on voit le profil type de la personne qui arrive, qui prend cette vice-présidence, où il y a quand même deux commissaires avec 15 ans d'expérience placés sous ses ordres, qui sont aussi en relation directe avec la présidente de la Commission. Donc ça va être compliqué, quoi. On sait qu'il n'a pas l'envergure, l'étoffe aujourd'hui, et c'est clairement l'influence française qui va payer l'addition. Ça, c'est dommage. Stéphane Séjourné, donc Loïc Ridel, c'est un de vos anciens collègues, puisqu'il était député européen, il était président de groupe. Est-ce que, quand même, le fait qu'il devienne commissaire, est-ce que c'est pas aussi un signal envoyé au Parlement européen ? On peut peut-être aussi voir ça comme ça ? Mais non, puisqu'il était président du groupe Renew, qui aujourd'hui est devenu le 6e groupe du Parlement européen, qui a considérablement perdu son influence. Je crois que la démission de Thierry Breton, mais on pourrait dire aussi le limogeage, est le symbole effectivement d'une perte d'influence de la France, parce que M. Breton n'était pas de ma famille politique. Pourtant, je reconnais qu'il avait fait des choses assez extraordinaires dans la précédente mandature. Il a développé les industries de défense européennes, les industries de vaccins. Il a tenu tête aux grandes multinationales américaines des réseaux sociaux, à M. Elon Musk, pour dire qu'en fait, ici en Europe, c'est pas la jungle sur les réseaux sociaux. Il y a des règles à respecter. Ça, on le lui doit. Donc, un très bon bilan. Et je trouve que parce qu'il avait une forte tête, il s'est fait pousser vers la sortie par Mme von der Leyen. C'est un mauvais signal. Et le président n'aurait pas dû immédiatement renommer quelqu'un de beaucoup plus faible que lui, sans grande expérience, qui ne parle même pas anglais de surcroît. Juste, j'aimerais continuer donc sur une nouvelle commission qui va se mettre en place. Alors il y a de mémoire 11 femmes pour l'ensemble des postes de commissaires. Donc on est loin de la parité. Donc un poste de vice-président exécutif pour la France. Est-ce que c'est, Monsieur Leggeri, effectivement, est-ce que c'est un bon signal ou pas, ça ? Est-ce que c'est une compensation qui a été donnée ? Je pense que malheureusement, comme l'ont dit d'autres collègues précédemment, c'est une perte d'influence de la France. Parce que les conditions dans lesquelles Thierry Breton a dû quitter son poste me font penser, à mon modeste niveau, sur la manière dont j'ai été lâché par la Macronie en 2022, qui m'a forcé à démissionner de l'agence Frontex, parce que c'était un oukase de la Commission européenne. Donc là, en capitulant en 2022 sur un poste de directeur d'agence, qui était mon cas, ils ont encouragé von der Leyen et la Commission à aller plus loin, c'est-à-dire en lui disant « Eh bien maintenant, vous débranchez Thierry Breton, qui effectivement, même si je ne partage pas ses opinions politiques et son bilan dans son entièreté, je trouve que quand même sur la forme, c'est un camouflet pour quelqu'un de grande envergure, et c'est un camouflet pour la France. Et ce nouveau portefeuille, pour répondre à votre question, de vice-présidence, en fait, c'est un leurre. Parce qu'on se rend compte qu'il ne va pas disposer du contrôle sur les directions générales et sur l'administration. Il y aura des commissaires européens qui seront également plus directement, de manière plus opérationnelle, en charge des dossiers. Donc je crains que ce soit un petit peu un pantin qui sera manipulé. Alors juste un mot global, vous allez tous auditionner, selon la commission dans laquelle vous vous trouvez, ces futurs commissaires européens, et donc c'est le Parlement qui a le dernier mot, c'est-à-dire qui va valider ou non ce nouveau collège de commissaires. Est-ce que d'ores et déjà, il y a des commissaires que vous pensez ne pas valider ou qui ont des profils discutables ? Et on terminera là-dessus pour cette partie. Alors moi, par principe, je ne censure jamais quelqu'un avant de l'avoir écouté. Je pense que c'est le fondement même de la démocratie et du jeu. Donc on va attendre d'avoir ces auditions où on va vraiment interroger les futurs commissaires sur leur feuille de route, sur leurs intentions très claires, et on sera très très vigilant. Moi, il y a simplement quelque chose, un signal symbolique qui est fort et qui
qui m'étonne de manière très désagréable, c'est la création en tant que telle d'un commissariat au bien-être animal. Et moi, je me dis, on a repris... C'est santé et bien-être animal. Alors non, c'est un commissariat au bien-être animal qui va être relié au commissariat de la santé. Et c'est le commissaire, et c'est la Hongrie qui hérite de ce On a repris les négociations, la Commission a relancé les négociations pour le Mercosur, les accords de libre-échange la semaine dernière. On a vraiment des crises énormes sur l'élevage et sur l'agriculture française, les épizooties, le manque de vaccins, etc. On a une guerre à nos portes en Ukraine. Est-ce que c'est bien le moment ? Moi, je pense qu'il aurait peut-être fallu, dans ce cas-là, créer un commissariat au bien-être des agriculteurs. Alors, j'aimerais qu'on passe à la troisième partie de cette émission. Depuis le début de la semaine, l'Allemagne a rétabli des contrôles aux frontières, y compris avec la France, et ce pour 6 mois. De quoi inquiéter des milliers de travailleurs frontaliers et les entreprises. Reportage Marie Heidmann et Emmanuel Gambette. Pas de bouchons, le trafic est resté fluide sur le pont de l'Europe ce lundi. Les policiers étaient pourtant nombreux, mais la consigne est claire. Pas question d'entraver la libre circulation des personnes. Il s'agit de contrôles aléatoires pour tenter de lutter contre l'immigration clandestine. Alors ce sont les cars de longue distance qui sont ciblés. Du nord au sud de l'Alsace, 100 km de frontières sont concernés. Nous contrôlons toute la zone frontalière, pas uniquement aux frontières, mais aussi plus loin, en dehors des zones de passage. Ces contrôles, on les réalise en civil et en uniforme. Pour cela, nous bénéficions de renforts en effectifs d'autres services. Un renforcement des contrôles qui concerne la route, véhicules cyclistes et piétons, mais aussi le train et le tramway. Les usagers de la ligne D, Strasbourg-Kehl, devront avoir une pièce d'identité sur eux. Cet homme, par exemple, n'était pas en règle. Non, moi ça me dérange, parce que ça tombe toujours sur les mêmes. Donc ça me pose un petit souci quand même, par rapport à l'origine et tout ça. Personnellement, non, ça ne m'embête pas, parce que je suis en règle. Et voilà. De nouvelles habitudes à adopter dans un espace où la notion de frontière ne signifiait plus grand-chose. L'Allemagne, très critiquée par ses voisins européens, estime que sa sécurité est menacée, notamment après l'attentat de Solingen du 23 août dernier, commis par un demandeur d'asile syrien. Le code Schengen l'autorise à rétablir ses contrôles, mais pour une période limitée à 6 mois. Alors c'est une dérogation que l'Allemagne a demandée pour lutter contre l'immigration illégale. Berlin a justifié sa décision en invoquant la protection de la sécurité intérieure contre les menaces actuelles du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. Est-ce que c'est le début de la fin de Schengen ? Qui veut réagir ? Moi, je veux bien réagir en disant que, en fait, c'est spectaculaire. On voit un chancelier allemand social-démocrate qui met en œuvre une partie du programme de Jordan Bardella du Rassemblement national. Je m'explique. Vous proposiez la double frontière, c'est pas ça ? Nous sommes pour la double frontière. Oui, mais c'est pas ça. D'ailleurs, on n'a jamais compris ce que c'était la double frontière. Laissez-moi m'expliquer. La double frontière, je vais vous l'expliquer. C'est d'abord utiliser tout le potentiel de la frontière extérieure de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est le chaos migratoire, parce que les idéologies de la gauche, de la Macronie, des Verts, des ONG ont fait en sorte qu'on dise que les migrants ont un droit inconditionnel à poser le pied en Europe. Résultat, on a le chaos migratoire. Et maintenant, on a un gouvernement social-démocrate qui est aux abois en Allemagne parce que la sécurité des Allemands est en danger. Et puis parce qu'il y a eu des élections aussi. Parce qu'il y a des élections, mais surtout, est arrivé en tête, surtout parce que c'est un chaos migratoire. Aujourd'hui, donc, la double frontière, ça veut dire on utilise au maximum la frontière extérieure de l'Union européenne. C'est ça qui rend la libre circulation possible. Et la double frontière, ça veut dire qu'effectivement, dans des circonstances où c'est nécessaire, on rétablit des contrôles aux frontières intérieures. Ça veut aussi dire pour le Rassemblement national qu'il faut changer nos lois pour que ça ne soit pas un guichet social. Mais moi je crois que ça montre que le diagnostic posé par le Rassemblement national va dans le sens de ce qu'ont demandé des millions et des millions d'Européens. Et donc malheureusement il n'y a pas d'autre solution que faire ces contrôles. Monsieur Allion, c'est vrai que le gouvernement français n'a fait aucune réaction officielle par rapport à ça. Je reviendrai en arrière, en 2015, lorsqu'il y a eu les attentats du 13 novembre, un gouvernement socialiste, un Premier ministre socialiste a remis le contrôle aux frontières. C'est exactement ce qui se passe. Au mois d'août, il y a eu un événement à Solingen, un attentat. Donc l'Allemagne remet des frontières, des contrôles aléatoires, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contraintes non plus, parce qu'on est en Alsace et il y a des transfrontaliers qui tous les jours passent justement entre le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne. Donc nous avons des gens qui peuvent aller travailler, ce n'est pas le sujet. Et ne pas confondre aussi, on le sent bien, il y a un effet pervers à tout cela. C'est-à-dire qu'on est en train de stigmatiser
parfois quelques populations. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, il ne faut pas confondre immigration illicite, réfugiés et demandeurs d'asile. Et enfin, ce qu'il y a aussi à mettre en exergue, c'est qu'on est 4 jeunes engagés en politique. Ce que je dénote, c'est qu'on est 3 à avoir un engagement pour l'Europe, 3 à avoir un engagement pour des convictions. Je sens beaucoup de haine chez vous, je suis désolé. Non, monsieur, probablement que monsieur, je n'ai pas de leçon de macroniste à recevoir parce que moi, je me suis engagé pour la construction de Schengen depuis 1996 à ma sortie de l'ENA. Alors arrêtez vos préjugés macronistes. Je n'ai aucune leçon à vous donner, c'est certain, mais en tous les cas, avoir de la haine et de générer son engagement par rapport à la haine, c'est compliqué. Je n'ai pas de haine, j'ai simplement l'amour de la France et aussi l'amour des Européens. On va laisser réagir Chloé Ridel aussi là-dessus, il y a des choses à dire. À ça, parce qu'effectivement, le code Schengen permet à des États, sur certains motifs, il faut qu'il y ait un risque terroriste, il faut que ce soit, par exemple, pour des grands événements type Jeux Olympiques, de fermer leurs frontières. Et c'est une dérogation, pour de toute façon. 6 mois. C'est une dérogation. Et je ne suis pas sûre, pour dire vrai, que ce que fait l'Allemagne là soit en règle avec le code Schengen. Mais je veux simplement répondre sur le fantasme suivant lequel il n'y aurait pas de frontières en Europe. Pourquoi est-ce que les gens, alors, mourraient dans la Méditerranée ? Il y a des frontières et il y a même une absence de voie légale de migration vers l'Europe aujourd'hui. Donc il faut arrêter de raconter que nos frontières sont des passoires, premièrement, et que, deuxièmement, nous subirions une submersion migratoire. Ça n'est pas vrai quand on regarde la réalité des chiffres. Je pense qu'il faut sortir le débat sur l'immigration de la psychose dans laquelle l'a fait tomber l'extrême droite, parce que c'est irrationnel et ça nous amène à faillir sur l'organisation et la planification des politiques d'accueil pour que les gens qui arrivent, on les mette au travail, comme l'a fait, par exemple, l'extrême droite de Madame Meloni en Italie, qui a fait campagne sur la fermeture des frontières et qui, 6 mois plus tard, s'est retrouvée à ouvrir ses frontières parce qu'elle avait besoin de gens pour travailler. Et quand on met les gens au travail, moi je crois à ça, à l'intégration par le travail, ça se passe bien. Donc il faut arrêter de faire peur aux gens, parce qu'après on finit avec des situations comme celle-là, où le grand idéal européen qui était Schengen, la libre circulation, oui, parce que c'est quand même le fondement avec des embouteillages, des contrôles, et ça perturbe la vie de millions d'Européens. Madame Ima. Moi je crois qu'il n'y a pas de quoi crier au loup aujourd'hui en disant Schengen est menacé. Le principe de libre circulation des personnes est à l'œuvre. Après il s'agit de la décision d'un pays souverain qui va protéger sa population dans un contexte d'attaque au couteau ou d'insécurité, et qui c'est tout à fait normal, c'est fixé par l'Union européenne. Il y a déjà eu 11 décisions de ce type en Allemagne. Là, ce qui est peut-être plus nouveau, plus original, c'est que ça va s'étendre sur 6 mois, mais tout ça est très encadré. Non, ça c'est la décision d'un État souverain. Après, moi je pense qu'il ne faut pas occulter aussi le problème qu'on a sur la frontière extérieure de l'Europe. Moi je tiens à dire qu'avec François-Xavier Bellamy en commission des budgets aujourd'hui, on se mobilise à ce sujet pour porter des amendements pour augmenter les moyens de Frontex. Et c'est là aussi où il faut traiter les problèmes à la source. Enfin, on voit, oui, vous voulez encore. Dernier point, quand même, à rappeler juste un chiffre, parce que les statistiques le montrent, et notamment en France, la préoccupation des Français, c'est pas le sujet de l'immigration qui vient en 3e position, c'est surtout le sujet du pouvoir d'achat. Mais surtout, ce qu'il est à noter, c'est que l'immigration clandestine a baissé de 40% sur les 8 premiers mois de 2024. Donc ça aussi, c'est les efforts qui sont faits dans le cadre du pacte asile-migration qui permettent d'avoir de tels résultats. Alors on sent quand même que ça se tend un petit peu partout. C'est vrai qu'il y a l'Allemagne, mais par exemple il y a aussi les Pays-Bas. Le gouvernement de coalition qui inclut donc le Parti pour la liberté d'extrême droite veut déroger à certaines règles européennes en matière d'asile. Donc ils ont fait une demande. Ça ne veut pas dire que ce sera autorisé, mais partout donc on a l'impression quand même que les frontières se tendent, se referment. Est-ce que c'est un mouvement inexorable ? Et on va terminer là-dessus. Chacun un mot là-dessus. Je pense que vraiment on a le besoin de délivrer quelque chose aux citoyens européens qui soit efficace. Aujourd'hui, il y a manifestement un problème d'efficacité dans le contrôle des frontières, la gestion de l'immigration, dont on le sait, ce n'est un secret pour personne. Ce sont des choses que même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit de manière ouverte. Il y a un lien entre immigration et insécurité. Il faut absolument, pour qu'on puisse garder ces principes européens de libre circulation et autres, qu'on soit beaucoup plus efficace dans la gestion de l'immigration et de la sécurité des citoyens. Aujourd'hui, il faut sortir des grands principes et il faut axer notre mandat sur quelque chose qui soit efficace et proche de ce qu'attendent les gens. Chloé Ridel, il y a un lien entre immigration et insécurité ? Non, moi je trouve que faire ce lien, en fait, c'est mettre une cible dans le dos de toutes les personnes qui sont des immigrés ou des étrangers dans notre pays et qui ne sont pas, je suis le désolé, des criminels en puissance ou forcément violents. Donc je m'oppose tout à fait à ce lien automatique qui est fait. Je pense qu'il est empreint de racisme et qu'on doit lutter contre. On n'a pas attendu l'immigration pour qu'il y ait de la criminalité dans notre pays. Et d'ailleurs, depuis 40 ans, les statistiques qui ne mentent pas montrent que la criminalité globalement baisse. Elle est encore beaucoup trop importante, mais il faut l'affronter
sans pour autant jeter en pâture toute une partie de la population. Quand on veut un mot bref pour conclure. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a un dévoiement de l'asile qui est utilisé comme prétexte par, en réalité, des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas des personnes relevant de l'asile et ne sont pas des réfugiés. C'est très strict quand même. C'est très encadré. Non, mais le pacte asile-migration ne résoudra rien parce qu'il continue à nourrir cette idéologie selon laquelle on n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un d'entrer dans l'espace européen. Le Rassemblement national préconise que les personnes qui ont besoin de protection, donc on va dire des réfugiés, puissent demander cette protection avant même d'arriver en Europe, pour éviter qu'elles ne deviennent victimes des trafiquants d'êtres humains et pour éviter effectivement des drames, que ce soit en mer Méditerranée ou à des frontières terrestres, avec parfois des personnes qui meurent dans des camions. Comment on fait alors, l'espace Schengen, c'est ce qui a permis de générer cette capacité à avoir du commerce, à avoir des échanges, Erasmus, etc. Je pense qu'il faut le préserver. Cette expérimentation, elle est liée forcément à un contexte particulier comme nous en 2015 en France. Et rappeler que l'immigration illicite, c'est 350 000 personnes par an, ce qui veut dire moins de 1 pour 1000 rapporté aux 450 millions d'Européens. Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Merci pour votre participation. Vous avez à présent rendez-vous avec Francis Letellier. Bon dimanche.